Impeccable. Qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? Eh bien, sans mauvais esprit, on va essayer de comprendre si on peut, ça va être la continuité d'hier, si on peut séparer la vie de l'artiste de son œuvre. Et pour le dire d'une façon, avec un point de vue très inattendu, voilà, ce qui est devant nous, une peinture, euh, on dit néo-impressionniste, on va voir pourquoi, pointilliste, chromoluminariste, c'est-à-dire une décomposition de la lumière par des petits points et qui va donner, pour aller vite, la naissance de l'abstraction. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que leurs auteurs, Seurat et Signac, sont anarchistes ou libertaires. Et donc, on pourrait se demander quel est le rapport entre ce qu'on voit là et leurs convictions. Et on pourra peut-être en conclure qu'il n'y en a pas. Mais aussi peut-être qu'on ne se foule pas beaucoup à en chercher pour découvrir qu'il n'y en a pas. Je donnerai un exemple avec Kupka qui nous attend bientôt comme inventeur de l'abstraction. Alors, un petit retour en arrière à peine, puisqu'on est entre 1880 et 1905. Un petit retour en arrière rapidement, qui va nous faire un petit résumé, puisqu'à chaque fois, il faut reprendre des bouts précédents pour les retirer vers soi-même. Épisode de la Commune en 71, avec barricades, fusillades, morts, photos qui montrent ce qui se passe dans les boulevards Voltaire, c'est plus tout à fait comme ça. Photos qui vont permettre de témoigner de massacres, de prendre en photo des cadavres. C'est M. Disdéry, le concurrent de Nadar, qui fait ça. Parce que chacun, selon ses convictions, vous allez voir que Nadar fait plutôt des portraits de gens proches de la commune. Selon ses convictions, ben, l'image qu'on voit, elle n'est pas si anonyme que ça. Et puis, autre chose tout à fait étonnante qu'on pouvait voir là, en fait, même si ce n'est pas tout à fait cette image-là, mais pour la première fois, c'est une historienne de la photographie, Gisèle Freund, qui est une merveilleuse photographe, celle qui avait fait le portrait de Mitterrand, qui était dans toutes les mairies de France, écrit un livre qui s'appelle Photographie et société, où elle nous apprend que c'est lors de cette commune de Paris qu'on va se servir des photos faites par les communards qui posent fièrement près de leurs trophées abattus. Ça va servir à identifier les criminels et les arrêter, les déporter, comme Louise Michel qui est arrêtée. Si vous avez l'occasion, si vous ne la connaissez que par son nom sur l'hôpital de Courcouronnes, découvrez-la. Les hommes de la commune, ben, ça manque de femmes parce que, soyons injustes, c'est la plus intéressante de toutes. Une femme d'une intelligence redoutable et d'une compréhension de à quoi peut servir. Il y a une phrase qui peut essayer de résumer ça parce que les gens qui s'y connaissent mieux que moi sont légion. L'école permettra de se révolter. Voilà, un programme intéressant pour l'école. Jules Vallès, ouais, président, on se retrouve en bas. Et puis Manet, quand il se balade dans les moments des barricades, fait deux croquis, un croquis et puis une image de cette guerre civile, puisqu'il est revenu dans Paris, il y traîne avec deux gars. Alors, c'est pas forcément voilà, une première piste intéressante. C'est pas ce qu'on voit de Manet, il n'y a que deux dessins. Par contre, on reconnaît bien Manet là, c'est que ce qui est à gauche fait bien penser aux 13 de Maillot, c'est-à-dire la peinture de Goya, où on voit des gens qui sont en train d'exterminer d'autres gens, de les fusiller. Et un clin d'œil qui donne l'impression que Manet a vu quelque chose, mais l'a reconstitué en atelier comme il en a l'habitude. On a un copain pointilliste, on va les appeler comme ça, Maximilien Luce, qu'on va retrouver après, qui va faire cette image, une des rares images qui montre les morts de la commune. Parce que ne pas montrer d'image, c'est faire disparaître quelque chose, c'est ce qu'on se disait hier. Voilà. Comment, une fois qu'on a remis les images en place et une fois qu'on les a vues, comment on peut les réintégrer dans un récit. Bah, ce que je soulevais hier, c'était que peut-être que l'idée d'un récit d'histoire de l'art n'est pas la bonne structure pour penser les créations d'œuvres. Sera tout jeune peint dans la suite de l'impressionnisme, puisqu'il va rencontrer et participer à une des dernières expositions impressionnistes dans les années 80, 6, je dirais. Donc on arrête Louise Michel, on l'a dit. Et puis pour revenir, ah oui, Seurat est là parce qu'il rencontre Louise Michel. Il rencontre des gens qui ont participé à la commune. Elle est arrêtée, elle va être déportée. Avec un cran pas croyable, elle dira que l'État français lui paye le meilleur voyage
à Cayenne qu'elle n'aurait jamais pu se payer de sa vie, c'est quand même pas rien. Ils sont emprisonnés, certains à Sainte-Pélagie, dont vous vous souvenez que Courbet avait fait un tableau où il se représentait emprisonné à Sainte-Pélagie. Il y a été, effectivement, il n'a pas pu y faire de peinture. Et encore un petit rappel, cette photo de Pélagie qui est disparue est une photo de Hadjet, le photographe qui documentait encore en 1900, celle-là est de 1898, vous la retrouvez sur le site Gallica de la BNF, une façon d'observer les paysages de Paris. Et puis, grande personne intéressante dans notre histoire qui va revenir à la peinture, Lafargue, qui est un des théoriciens, un des proches du Parti communiste qui s'est créé il n'y a pas très longtemps. Il va, en présentant une de ses réflexions, rencontrer la fille de Marx, Laura Marx, et l'épouser, c'est déjà pas mal. Écrire ce livre merveilleux, Le droit à la paresse. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on doit aller travailler? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des droits au travail? Et il va le dire de cette façon-là drôle. Une étrange folie possède les classes ouvrières, l'amour du travail. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Alors, vous allez me dire, pour gagner de l'argent, oui, c'est tout un processus qu'il est en train d'interroger en parlant de ce droit à la paresse, qui n'est pas juste un petit texte pour glander, même si c'est une imprécation qu'on retrouvera en 68, ne travaillez jamais, c'était une idée à réfléchir. Et alors, pour revenir sur le local, le petit monsieur Lafargue habite, après un héritage de Engels, justement, à Draveil, que voici ici. Et petit contexte historique intéressant, Clémenceau, premier flic de France, ici en peinture, voilà, Clémenceau et les artistes modernes, Manet, Monet, Rodin sont leurs amis. Donc, ce qu'on va voir après, les choix qu'il fait politiquement ne sont pas sans importance dans l'amitié en question. Elle est très peu étudiée parce qu'on pourrait imaginer, j'ai pas de réponse, que c'est pas important de savoir ce que pense Manet dans la vie. Il fait peut-être de la peinture en général. Mais cette idée d'un art pour l'art, c'est une des tensions qui traverse l'art moderne et la peinture abstraite va être accusée de ça. On va vers elle. Et dès aujourd'hui, puisqu'on est dans ce chapitre créer de l'effet sur le spectateur. Clémenceau est président, premier flic du Conseil, président du Conseil, premier flic de France, confronté à d'importantes grèves, révolte des vignerons du Languedoc, 5 manifestants tués, 2 grévistes tués en 1907, la SFIO qui s'est créée avec une posture révolutionnaire et qui est un fait historique qui est très passionnant pour ceux qui s'intéressent à cette histoire locale, parce que vous allez voir que l'Essonne, on ne la voit pas trop comme un lieu du travail et de la lutte, et aussi pour ceux qui connaissent l'histoire en général, c'est que la CGT a un axe anarcho-révolutionnaire à un moment donné qu'elle va abandonner dans ces grandes grèves de Draveil de 1908. Je suis un peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On creuse à Draveil, Villeneuve-Saint-Georges-Vigneux, des trous. Pourquoi? Pour récolter, je crois que c'est là, il me semble bien, j'ai pas fait tout un inventaire des associations historiques autour. On prend du sable qu'on envoie à Paris pour faire le métro, et en échange, on envoie des remblais qui permettent de combler les creux qu'on a fait, qui donneront, si je ne dis pas de bêtises, la base de loisirs, les plans d'eau de ce type-là. Emmenés en péniche à Paris, ils servent à la construction du métro, et les remblais construisent une partie de Vigneux. Entre-temps, Lafargue habite Draveil. Il a créé une section locale de la SFIO. Pour rappel, construire le métro, c'est travailler dans les carrières, c'est travailler dans l'eau 12 heures par jour, 7 jours sur 7, salaire minimum 50 centimes. Voilà, ils viennent de France ou d'Italie. Donc, grève à Draveil. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vite. Une grève en 1907 pour une augmentation de salaire de 50 centimes, un contrat de garantie pour tous les chantiers, grève à Vigneux, pof. D'un seul coup, on s'arrête. Il n'y a pas de reconnaissance des syndicats, c'est aussi une des demandes. La grève redémarre, les débardeurs de sable se joignent aux carriers, augmentation de salaire, suppression du travail à la tâche, tiens, ça c'est un sujet qui est passionnant aujourd'hui, travail à la tâche payé juste à ce qu'on fait. Reconnaissance de syndicats, ce n'est pas toujours le cas, c'est encore une difficulté quelquefois. Suppression des débits de boissons tenus par les contremaîtres, journée de 10 heures, repos hebdomadaire, alors que ça a été voté. Et les terrassiers suivent. Alors,
des images de gens en train de travailler. Je vous le disais, il n'y en a pas tant que ça en fait dans cet art impressionniste, pointilliste, même si je viens de vous montrer que sera justement Maximilien Luce, ces gens-là vont montrer des usines, vont montrer la banlieue en fait. Et c'est bien un sujet que je trouve passionnant. Avant de faire des villes nouvelles, on habite dans des banlieues, à Tismons. Qui peint ça? Qui le montre? Pour faire quoi? Voilà, Alfred Boucher va montrer le travail du terrassier. Il le transforme comme un prétexte qui donne un art presque un peu idéologique, par un nu, par un personnage musclé en une espèce de revisitation de la mythologie, comme si on était chez David. Et c'est une tension qui va être intéressante dans tous les arts, dans les blocs communistes. Hein. C'est une tendance à vouloir faire du réalisme qui rendrait crédible le travail. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est à Montgeron, puisque comme la grève a recommencé et que c'était interdit, les grévistes attaquent les gendarmes qui accompagnent le sable, ça paraît complètement fou, au Gourdin. Deux grévistes tués, une balle en plein cœur, et un autre de 17 ans. Violence policière la plus grave, puisque les gendarmes ont tiré à bout portant sur des syndicalistes non armés. Et le Petit Parisien écrit « L'enquête judiciaire semble établir que les gendarmes perdirent la tête ». Photo locale, grève de Draveil. Et puis, c'est pas rien parce que les cendres de Zola sont transférées au Panthéon le 4 juin 1908. Pendant ce temps-là, le type qui a été tué est enterré à Villeneuve-le-Roi, en présence de 15 000 personnes. J'ai vu des photos, ils ont dans les cimetières de Palaiseau, de tous ces lieux-là, on a leur tombe qui est complètement oubliée de notre histoire essonnienne. Quand elle est comptée, on a plutôt l'idée d'un département de villégiature, de petits châteaux, de repos. Le sous-préfet de Corbeil se fait arracher son écharpe. Un gendarme est légèrement blessé. 5000 personnes assistent aux funérailles, c'est paisible. Lafargue, le revoilà, écrit dans l'Humanité, il fallait briser cette grève par un coup de force. Il y a une espèce de difficulté. En gros, Clémenceau, je vais aller vite, est plutôt à gauche et il est débordé par sa gauche parce qu'il est trop. J'en profite, deuxième clin d'œil présidentiel. Dalimier, élu à Corbeil, soutient le Tigre, mais est convaincu de la culpabilité des gendarmes. Le Dalimier en question, le voilà, il a une carrière de tordu de tordu des ministre des colonies, dans l'affaire Caillot, des tas de trucs, un pédigré passionnant qui nous donne des indications sur l'histoire politique de ce département. C'est très intéressant. Le comité de grève met en place des soupes communistes, distribue des chaussures. Un coup de grisou avait fait 8 morts à Saint-Étienne, tandis qu'une grève revendiquant le droit de se syndiquer prend la papeterie de Balancourt. Un truc tout à fait local, même si cette petite vidéo, j'espère, circulera plus loin. Mais comment, dans l'histoire locale est traversée par l'histoire immense avec un grand H, et comment, entre guillemets, c'est François Bon qui m'a appris ça avec sa biographie des Rolling Stones, ça paraît très curieux, mais comment les corps de petits jeunes gens ados sont traversés par la grande histoire qu'ils sont en train de relayer. Voilà. Ça, c'est un enjeu d'invisibilité et de ce qu'on attend des artistes sans doute. Alors, conclusion, elle n'est pas fameuse, le 30, des maçons, des charpentiers arrivent de partout, Corbeil, Chamarante, Évry, Petitbourg, pas encore Évry, Melun, Fontainebleau, Paris est le plus gros. Et la manifestation est plutôt joyeuse au début. Et qu'est-ce qui se passe? Une journée sanglante, 300 à 400 manifestants avec des pistolets, 5 régiments de dragons, 200 blessés, 69 de policiers. On emporte le cadavre. Et François Ligou, parce qu'il y en a plusieurs, de Corbeil. Impact, comme il y a eu grève, mort, et puis blessés policiers, on décompose, la CGT est décapitée, elle avait une tendance vers l'anarchisme et une autre plus modérée, on pourrait dire comme ça. Donc, soit une grosse partie les 3 secrétaires d'État se réfugient à Bruxelles, d'autres sont mis aux arrêts. Donc, cette tendance anarchiste va cesser au sein de l'histoire de la CGT. C'est un tournant qui est assez important, puisque ce que je décris là, c'est comment ce mouvement anarchiste, dans les milieux du travail, va se retrouver au cœur de ces luttes, en fait, et au cœur de ces luttes policières et d'État pour les faire cesser. Et comment, justement, des artistes se retrouvent familiers de ça, et comment ce travail-là se retrouve plus ou moins dans ce qu'ils font. Voilà, donc Lafargue va devenir député, il va s'associer avec Jules Guesde,
qui est en photo ici par Nadar. Vous voyez, les affinités, c'est pas au hasard. Ils font d'un parti socialiste ouvrier tous les deux. On en profite pour dire que tous les anarchistes, dont Pouget, que voilà, si on a une photo de lui, c'est grâce à M. Bertillon qui crée un principe d'identification par photo des criminels. Alors, on a l'idée systématiquement de prendre en photo les uns les autres. Et j'en viens à hier, à avant et à ce 19e siècle. Pouget invente, il n'est pas tout seul, un journal qui s'appelle Le Père Pénard, si ça vous rappelle la mare des canards, sur laquelle on navigue, dans lequel il y a beaucoup de dessins, sur lesquels on n'a pas toujours les auteurs, mais où on sait, puisque c'est l'hebdomadaire d'un NIAF, que, par exemple, Seurat fournit des dessins. Fournit des dessins, des illustrations, des gravures, des choses qu'on a vues chez Jarry, qu'on a vues chez beaucoup d'artistes, qui sont quelquefois pas identifiés, c'est pas signé. Forcément, si c'est pour un journal anarchiste, c'est pas pour faire de la publicité sur sa tête. Et dernier clin d'œil qui revient au point de départ, contre ces lois anti-anarchistes, les lois dites scélérates, il y aura Blum, Pouget et Pressensé qui vont écrire, le juriste c'est Blum, il ne veut pas signer, édité par la Revue Blanche, celle dont vous avez vu que Lautrec ou Bonnard faisaient l'illustration. J'en viens à la conclusion de cette première partie, c'est que un peu plus tard, en 1901, un magazine comme l'Assiette au beurre se développe, plutôt anarchiste aussi, mais avec un parti pris très très en image. Et il dessine dans cette Assiette au beurre, vous voyez, des scènes de Steinlein, qui est un des grands illustrateurs. On est à la fin du siècle, il n'y a plus de Daumier dans l'histoire. Et surtout, Kupka. Kupka qui va faire des images tout à fait engagées. Voilà, l'argent, c'est d'un côté Bonaparte, de l'autre côté Marianne, mais au milieu, c'est le même. Et vous ne pourrez pas me retirer de l'esprit que lors de cette magnifique rétrospective Kupka à Paris, les dessins qui sont très beaux d'ailleurs, qui sont très sordides, qui sont quelquefois ambigus, et qui sont d'une vraie qualité graphique, étaient traités par une vitrine ou deux, et pas beaucoup de rapport entre le travail anarchiste de Kupka, il va illustrer Élisée Reclus, le géographe, et son travail de peintre, dont on verra dans 2 ou 3 séances comment il a inventé la peinture abstraite. Si on invente la peinture abstraite et qu'on est anarchiste, il faut choisir. On ne peut pas raconter la même chose. Vous comprenez le principe de cette séparation de la vie et de l'œuvre, une ambiguïté qui va nous intéresser sur plusieurs séances. Alors, j'ai l'air de tourner la page, comme disent les Indiens, mais c'est comme ça que ça commence. En revenant très en amont, 1672. Je vais revenir sur cette théorie de la lumière et la façon dont Chevreul va bouleverser l'histoire de la peinture des impressionnistes et du pointillisme. Et on verra qu'il y a une conclusion qui commence à faire la boucle. La décomposition dans un prisme de la lumière du soleil fait découvrir qu'il y a 7, 8 couleurs. Vous comprendrez pourquoi c'est un petit problème. Le spectre fantôme. C'est Newton qui le définit comme ça. Et puis, pour vous donner des conseils de beauté aujourd'hui et des conseils de peinture, il y a de quoi faire. Les couleurs visibles par l'homme vont de infra, c'est en bas rouge, à ultraviolet, alors que l'abeille, elle, voit tout autre chose. Donc, on va commencer à comprendre par ces recherches scientifiques. Descartes met en évidence que la décomposition de la lumière, il ne peut pas l'expliquer, mais la lumière blanche, il y a des trucs dedans. Voilà. Isaac Newton reprend les expériences de Descartes en 1695. Il considère que la lumière ne serait pas unique, mais elles auraient plusieurs ondes. Voilà, donc, élément intéressant qui prouve que même dans des recherches scientifiques, on le verra avec Duchamp, il y a toujours un peu d'idéologie. Newton décompose la lumière en 7 couleurs principales, et il n'y a que 5 couleurs principales dans l'arc-en-ciel. Pourquoi 7? Parce qu'on est dans ce moment du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle où l'idée qui est harmonie entre les choses et qui est autant de notes que de couleurs, ça nous arrange bien. Pour faire court. Newton attribue, c'est ça la deuxième et inattendue, une force à chaque couleur, pour finir au rouge. Donc il y aurait une gradation de l'un à l'autre avec des petits ronds de plus en plus gros. Ces forces de couleur déterminent un centre de gravité des couleurs qui s'y trouvent, c'est-à-dire à l'intérieur de la couleur, il va y avoir une plus ou moins grande densité. Il va falloir trouver comment on montre ça. Et il décide de le mettre dans un rond. Ce qui est tout à fait intéressant puisque c'est ce que va reprendre Chevreul et pas Delacroix. Ce qui prouve que les choses tournent
C'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre et revenir au point de départ. Jusque-là, tout le monde devrait s'en sortir. Voilà, il fait une roue chromatique qui permet de transformer la façon de comprendre la couleur. Transformer en partie, puisque vous savez sans doute qu'il s'agit de lumière quand Newton puis Young va s'y intéresser. Deuxième aparté très rigolo, on n'en s'en remet jamais. Le A est de la même couleur que le B et personne au monde n'arrive à en être d'accord. Et quand on les relie, on voit exactement que c'est le cas. Et toutes les mauvaises têtes n'arrivent jamais à accepter cette idée. D'où elle vient? Elle vient de deux choses intéressantes. Un, à côté de ce A, il y a un clair, il a l'air donc foncé. Deux, à côté de ce B, il y a plein de foncé, et donc il a l'air clair. Trois, intellectuellement, j'ai une ombre portée, et donc mon cerveau comprend l'image et se dit, bah tiens, c'est pas la même couleur, c'est impossible. C'est le résumé très, très rapide, si vous êtes endormi, quand vous vous réveillerez, vous saurez où on en est, de une couleur ne vaut pas en elle-même, elle vaut sur la situation dans laquelle on se trouve. Ça va être très important pour notre histoire de pointillisme. Rapidement, ça permet de découvrir ce principe additif, c'est-à-dire en lumière, on n'est pas en peinture, c'est très important, c'est pas la même chose. C'est Young qui comprend ça en 1807. Ça paraît très bizarre pour des peintres. Du bleu et du vert, ça fait du bleu clair. Du bleu et du rouge, ça fait du rose. Encore plus gênant, mais même très très gênant pour des peintres. Du rouge et du vert, ça fait du jaune. Et les trois ensemble, ça fait du blanc, on s'en sort bien. Ce qui nous donne des différences entre des couleurs primaires rouge, jaune, bleu, et puis des couleurs primaires qui seraient avec des encres. Je vais y arriver. Et même chose qu'on retrouve à plein d'endroits, on pourra en montrer plein d'exemples. Voilà, la barre qui est au centre est du même gris tout du long. De la même façon, les lettres sont écrites du même gris tout du long. Comme le fond change autour, on ne peut pas s'empêcher de voir la transformation qui s'opère entre chaque. Alors, Chevreul arrive après. Vous l'avez vu interviewé par Nadar. Il est centenaire ici, donc il est interviewé. J'ai besoin d'expliquer un peu ce qui se trouve dans son livre qui va tout bouleverser. Le livre fourmille de remarques ingénieuses, c'est-à-dire de choses tout à fait concrètes. Il se demande non pas comment les couleurs sont, mais quels effets elles produisent sur nous. Il s'interroge sur la façon dont une image donne à penser et dont les couleurs induisent notre pensée. C'est-à-dire comment on oriente, comment on voit avec notre cerveau, si je peux le dire de cette façon-là. Si on va vite en regardant sa table des matières, en peinture, il le regarde, en tapisserie, en mosaïque, en vitrail, en impression et en carte géographique, c'est-à-dire même en lisibilité des couleurs. Comment une carte de géographie, si vous la faites qu'avec une gamme de jaune, ben, personne ne va rien comprendre. Et si vous mettez trop de couleurs, personne ne va rien comprendre non plus. Cette lisibilité visuelle et donc l'effet que ça produit, puisque c'est mon sujet du jour, va impacter. Il est en train d'inventer avant tout le monde le graphisme, le design. Voilà, il s'intéresse à l'horticulture, à l'habillement, à l'architecture, il s'intéresse à tout en fait, Chevreul. Ce n'est pas que la loi du contrat simultané, ça représente 1/5 de son livre, et le reste est une réflexion sur beaucoup, beaucoup de choses tout autour, qui va vous permettre de savoir aujourd'hui même, en direct et en cadeau, comment vous habiller, quoi porter quand vous êtes rousse ou quoi porter quand vous êtes un peu rougeau, ou ne pas porter. Voilà, qu'est-ce que ça impacte? 3 avantages: apercevoir les modifications de la lumière, imiter les modifications, harmoniser les couleurs d'une composition, comment les choses vont se faire les unes par rapport aux autres. Le premier point concerne donc l'éducation visuelle du peintre, dans la mesure où celui-ci doit savoir avant toute chose voir les modifications. En bref, et il va le redire plus tard, il ne s'agit pas de faire ce qu'on voit, mais de faire ce qu'on comprend qu'on voit. C'est ce qui lui fait parler de contraste simultané des couleurs. Le peintre appréciera dans son modèle la couleur propre et les modifications de couleurs avec ce qui est autour. Donc une impression un peu plus tardive qui va faire comprendre comment une couleur à côté de l'autre va changer. C'est la première fois qu'un traité examine d'une façon aussi détaillée, j'ai fait une encoche approfondie, toutes les modifications des couleurs d'un objet qui peuvent s'entraîner sur lui. Il n'y a pas de couleur en soi, c'est ce qui est autour et la façon dont il est éclairé qui va changer la façon de percevoir l'objet. C'est tellement simple que ça a un impact très fort chez les artistes. La conséquence, c'est que la couleur d'un corps, elle n'existe plus, c'est pas une couleur en soi, mais il va y avoir des nuances en fonction de la lumière dessus, de ce qui est autour, et donc ce que le peintre pose sur la toile. On est dans les mêmes périodes. Turner, dont je n'avais pas beaucoup parlé, qui va impressionner Monet quand il va aller à Londres, et pas seulement. Une couleur va donner un effet de feu orangé parce qu'il y a du bleu autour.
Une couleur va donner un effet de lumière éclatante parce qu'il y a du foncé autour. Vous pourrez mettre tous les blancs du monde que vous voulez sur une toile. S'il n'y a pas un noir à côté, ben, il n'y aura pas l'effet de contraste le plus fort et le plus proche possible, s'il vous plaît. Et vous n'aurez pas cet effet d'éblouissement, alors que si vous regardez bien, il n'y a pas de noir en couleur. Il y a un petit point très foncé ici et à peine ici aussi. C'est la gamme de dégradé qui fait que l'œil s'habitue à avoir plein de nuances douces et d'un seul coup, un clair plus fort à côté d'un foncé ici va donner un décalage qui fait que l'œil va inventer cette luminosité et puis l'empattement lui-même. Voilà, ce que Chevreul change en fait, sa position de scientifique, c'est qu'il n'y a plus l'œil et puis le modèle. Ce qui va intéresser Chevreul, c'est, il le dit ici dans le commentaire, interposer avec sa loi le fonctionnement du système visuel. C'est-à-dire, je ne suis plus en train de me dire, je regarde quelque chose, je m'applique à recopier. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe quand je peins. Et voilà l'hypnose que je vais commencer à me livrer auprès de vous. Vous pourrez m'envoyer par carte bleue beaucoup d'argent, merci. Autour, c'est accentué dans le scan, autour d'un jaune, il y a nécessairement du bleu. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour imiter fidèlement la nature? Il faut faire autrement qu'on le voit. C'est quand même une chose importante. Il ne faut pas représenter ce qu'on voit. On essaye vous pourriez dire, j'essaie d'imiter ce que je vois. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous pouvez peindre et n'est pas ce que le spectateur pourra voir. Voilà l'importance du jour. Quel effet ça va produire sur tout. J'avance un peu vite parce qu'on a vu que Delacroix s'était intéressé à ces sujets-là quand il fait ses carnets en Orient. Il va le premier formaliser un triangle de lumière. Quand on s'intéresse à sa palette, regardez un détail tout bête, mais il va avoir une palette claire, c'est-à-dire le bois qu'il utilise est clair, ce qui fait que ses couleurs ne sortent pas de la même façon, alors que les peintres académiques avaient une couleur de palette foncée. Vous vous rappelez sans doute que cette petite étude merveilleuse au Louvre, faite à Dieppe par Delacroix, va lui permettre de dire est-ce qu'en plein air, dans l'effet que j'ai devant moi, l'effet que ça produit, est-ce qu'il ne pourrait pas être accentué par ce qui est à côté? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une étude du reflet qui est autour de nous? Et c'est ce qui fait que dans ces merveilleuses femmes d'Alger, on va avoir des objets qui se reflètent sur leurs voisins, qui se reflètent sur leurs voisins, et que finalement, ce n'est pas la couleur en elle-même qui l'intéresse, c'est bien plus. Voilà, on a l'idée que, quand on regarde de près, Delacroix n'a pas forcément lu Chevreul, mais il a été intéressé par la puissance. Il ne l'a pas lu scientifiquement, il le lit à sa façon intellectuellement, on va dire intuitivement, pour que l'effet de plein ciel bleu marque par contraste avec la grotte et avec le plan d'eau. Voilà, tout le problème réside là, c'est ce que nous dit à nouveau Chevreul. Le peintre impressionniste doit voir les modifications de la lumière blanche, de l'ombre et des couleurs. Donc, ce que je vous ai montré, c'est les reflets dans l'eau qui va l'intéresser. Les reflets, même s'ils sont tout simples, quand Monet peint à Londres, on peut avoir des petits zigouillis assez simples, mais l'effet de contraste, une toile qui marquera beaucoup Marquet, un des peintres fauves. L'idée que la couleur orangée, elle va réveiller le reste du bleu dans l'impression soleil levant, que dans ces oies, on a du mal à percevoir les différences de nuances, c'est-à-dire l'effet de saturation pour l'œil du spectateur fait qu'on ne sait plus trop où est l'oie, où est l'eau, où est le sol, où est le fond, et que cette excitation visuelle, elle va faire perdre pied à l'œil, si je peux me permettre cette expression, et donner un sentiment. Voilà, donner un effet sur le spectateur. D'intuition en intuition, dit Duranty sur cette nouvelle peinture, les impressionnistes sont arrivés à décomposer la lueur solaire, à recomposer son unité, et il dit n'importe quel physicien ne pourrait rien reprocher à cette façon de voir la lumière chez les impressionnistes. Et il ne s'agit plus de montrer comment c'est, mais de donner un effet qui va me faire sentir qu'il y a de la lumière et qu'on est au matin en hiver. Un petit Renoir, je ne le fais pas souvent, parce que ce qui m'intéresse, c'est que chez Renoir, par exemple, des gens ont étudié sa palette, plus d'ocre jaune, plus de choses terreuses. Il y a assez peu de terre naturelle, il va plutôt aller sur des couleurs fortes, ce que n'avait pas dit Chevreul, les impressionnistes vont plus loin. On s'intéresse beaucoup au fait qu'ils aient lu ou pas ces sujets, parce que les impressionnistes n'ont pas forcément beaucoup lu, mais ils ne sont pas toujours ignorants intuitivement de tout ça. Voilà, toute la fin de période de Monet quand il va en Angleterre, c'est une merveille. Je vais vous montrer aussi, Degas, je n'avais pas montré de Pastel, on s'aperçoit que son traitement en touche est très très libre.
Un impact chez Gauguin, on l'a vu, à tel point que tous ces pointillés se retrouvent chez Pissarro. Pissarro qui se retrouve être le copain, encore une fois, le passeur, qui va travailler avec Seurat et Signac. Une période plus scientifique pour la fin de Pissarro. Les impressionnistes n'ont pas aimé du tout la peinture pointilliste. Et dernière remarque de Chevreul qui va avec Pissarro, une merveille. Chevreul ira jusqu'à faire encadrer 9 épreuves d'une litho avec la même image, avec une couleur de passe-partout différente. Voilà, le tour de la peinture, c'est noir, gris, orange, rose, pour tester l'effet et l'impact sur l'image. Voilà. Et Pissarro, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se disputer avec Durand-Ruel parce qu'il peint les tours de ses cadres de la couleur dominante du tableau. Pour un soleil couchant à la dominante rouge, un cadre vert. Pour une toile violacée, un cadre de ton jaune. Il va penser Pissarro et influencer ainsi Seurat. Quel impact, et Signac, qui sont amis avec Edmond Jean et avec Ernest Laurent, voilà, ils vont commencer à penser l'effet que ça produit sur le spectateur. Dernière chose qui permet d'introduire le génie de Seurat, introduire et terminer, rassurez-vous, voilà, un dessinateur extraordinaire. C'est-à-dire, si vous regardez ces images, si vous plissez les yeux un peu longtemps, vous verrez qu'il n'y a pas de traits, il n'y a pas de ligne en fait. Tout ça est fait avec une craie comptée qui est prise sur la tranche et qui lui permet de faire des délimitations. Il y a juste des rapports à peine frottés sur un papier avec un grain, pas de blanc. Sur la précédente, il a eu besoin de le faire, mais c'est toujours le contraste simultané, c'est-à-dire ce qui est à côté. Le contraste simultané, j'ai une façon redoutable de l'expliquer, c'est le secret de beauté de Jean-Claude Van Damme. Pour qu'on me trouve belle, je m'assois à côté d'une moche. Ben voilà, c'est le contraste simultané résumé, c'est-à-dire ce qui est à côté du foncé est clair, ce qui est à côté du clair est foncé, ce qui est à côté du net est flou, ce qui est à côté du flou est net. Toute la peinture et le dessin de Seurat, on voit petit à petit la main du mangeur, son visage, la fourchette qui apparaît, le bouchon sur la bouteille, tout apparaît tout doucement. Seurat est un merveilleux dessinateur, très très fin, très précis. Et une piste que je relie à ce que j'avais regardé sur Van Gogh, où j'avais expliqué que le travail des pointillés, le travail graphique qui l'avait intéressé chez les Japonais se retrouvait dans un travail de la couleur et de l'empattement. Il me semble encore là que le travail de la couleur, il vient du dessin. Il ne s'agit pas d'apprendre à dessiner juste pour être habile de sa main et après faire autre chose, mais il s'agit, en apprenant à dessiner, de varier son vocabulaire graphique. Et ça va se retrouver dans le traitement de la couleur, puisque la couleur n'est pas qu'une surface plate sur laquelle on pose une couleur. Voilà, qu'est-ce qui arrive à Seurat? Il grandit à Asnières, il va se pointer dans ses expos impressionnistes et il va exposer très tôt. Oui, on passe un peu vite. Les principes de Chevreul, mettre une couleur sur une toile, c'est impacter le reste. Il donne six petits conseils que vous pourrez retrouver. Mettre du blanc à côté d'une couleur, c'est réveiller celle d'à côté. Voilà une petite toile de Seurat. Mettre du noir à côté d'une couleur, c'est la baisser. Mettre du noir à côté ou des couleurs transférées, foncées, c'est donner de l'éclat à cette lumière électrique. Chez Signac, tout est dense ici, un cerne un peu plus fort, mais on a finalement, si vous le regardez bien, trois couleurs, hein, orangé et de bleu. C'est tout ce qu'on a. L'orangé est un peu décliné, mais on a un effet de contraste et de luminosité qui vient de la proximité immédiate. Quatrième conseil de Chevreul qui est assez concret, mettre du gris à côté d'une couleur, c'est la rendre plus brillante. Mettre une couleur foncée près d'une couleur différente, plus claire, c'est élever le ton, c'est-à-dire ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Il y a une chose qui fait qu'elle se renforce rouge pour vert, mais si je mets un orangé à côté d'un jaune, il va peut-être devenir plus lumineux ou plus froid. Voilà, et enfin, juxtaposer deux teintes de tons différents d'une même couleur, c'est produire du clair-obscur. C'est-à-dire, ce qui est résumé ici, que vous avez dû déjà voir, si je fais un point jaune à côté d'un point bleu, le spectateur, dans son œil, va créer le vert. Voilà les toiles qu'expose Seurat, qui le font connaître après-midi à la Grande Jatte. Et j'en viens à ma première conclusion. Quand j'ai vu cette peinture et que j'ai lu depuis toujours que c'était la suite de l'impressionnisme, j'ai trouvé ça d'un emmerdant fini. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'il avait tendance, déjà à la composition avec tous ces personnages qui sont
on dirait fait pour nous faire des puzzles de 1000 pièces. Pas de vraisemblance, pas d'études précises de dessin, une façon de répartir les ombres qui est très curieuse, hein, qui donne une ambiance tout à fait foncée, qui est un peu qui évite de se repérer correctement. Ça, c'est l'étude, c'est finalement plus intéressant. Elle est assez grande, hein, 70 sur 104. Finalement, la touche est plus vibrante et donc on a la possibilité que l'œil se promène un peu plus partout. Qu'est-ce que je trouvais ennuyeux, c'est qu'on m'avait bien expliqué que si tu mets du bleu à côté du jaune, eh ben, ça fait du vert. Eh ben, d'accord. On m'avait bien expliqué que c'était l'ancêtre de la vision chromophotographique ou de la télévision. Bon, ben, c'est bien, oui, d'accord. Ça suffit pas à faire que ça soit plaisant, ça a l'air bien ennuyeux. Et puis, on pourrait dire même que chez Seurat, c'est plus que ça, parce que la verticalité, tac, 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 on a des espèces de bandes qui feraient penser à nos séquences de photographie de Muybridge ou de Marais et de Kupka, c'est-à-dire de découper le temps en petits morceaux. En fait, il se sert aussi de ces mâts pour faire des éléments plus foncés qui font ressortir, qui contrastent avec le clair et qui donc permettent de donner une profondeur. Parce que si vous regardez bien, l'ensemble de la toile est presque de la même gamme. On a ici des foncés, mais guère plus sur la gauche et sur la droite. Donc ça suffisait pas. Je me disais, bon, ok, on a compris, c'est intéressant intellectuellement finalement. Et puis il y a une surprise qui m'est venue, j'ai mis du temps à comprendre, notamment avec cette toile, c'est que la poseuse de profil de Seurat, qui est au musée d'Orsay, se retrouvera à droite, et le tableau de Seurat sera état d'esprit à la Manet, modernité, son propre tableau connu à l'intérieur d'un intérieur. Voilà, je trouvais ce tableau un peu ennuyeux, je trouvais celui-là tout à fait passionnant, parce que quand on se balade à l'intérieur, là, on a presque que deux couleurs, deux bleus et un ocre avec ocre jaune blanc, et le bleu donne beaucoup plus de rougeur à l'ensemble. C'est-à-dire que l'effet de patience, de poser petit point par petit point, densément ici foncé pour que ça ressorte, lui permet d'avoir un dessin quand même, c'est-à-dire on arrive à comprendre ce qui ressort et à faire ressortir des éléments, et petit à petit à donner de la présence à l'ensemble. Signac, à la suite, ira vivre dans le sud, puisque Seurat va vivre assez peu de temps, une trentaine d'années. Et j'en viens à ce miracle, c'est-à-dire qu'est-ce qui faisait que ces gens-là étaient fortiches autre que dire, voilà, un clair à côté d'un foncé, un foncé à côté d'un clair. Mais j'ai eu un flash, je ne sais plus comment c'est arrivé, je vous le raconte. En fait, je me suis dit, mais ces gens-là, finalement, ils prennent de la couleur pure, oui. Et puis, ils travaillent par petites touches, bien patientes, bien ennuyeuses, avec une piste qu'on va voir dans la conclusion, le tour du cadre lui-même est là pour accompagner plus orangé à l'endroit où c'est bleu, plus bleu à l'endroit où c'est orangé. Oui, c'est ça qui était génial, des gens qui commencent à voir l'effet que ça produit sur l'ensemble. C'est-à-dire le petit bateau, il joue avec la clarté du fond. Il va se retrouver à un endroit en train de mettre un élément de clarté dans une grande masse de foncé. Tout ça est un peu calculé, tout ça est un peu recherché. La clarté forte de la jetée à Cassis, c'est parce que le foncé est venu rendre ici. Mais c'est pas que ça qui est intéressant, c'est que petit à petit, ce que les pointillistes se disent, et qui est un pur tour de génie, c'est que quand le vert est constitué d'un bleu et d'un jaune côte à côte, sur la toile, il n'y a pas le vert. Le vert, il arrive dans le cerveau de celui qui regarde. Et donc, Signac, Seurat et les pointillistes atteignent une couleur qu'aucune peinture au monde n'arriverait à donner. Aucune peinture ne pourra donner un vert plus puissant que celui qui est dans mon œil et dans mon cerveau. Ce qui est en train de se passer, qui est un basculement de cette modernité vers le XXe siècle, c'est que quand je fais des troncs d'arbres orangés, c'est pour que le bleu ressorte. Le même tronc d'arbre devient foncé pile à l'endroit où c'est clair et redevient orangé pour redevenir foncé. Rien de cohérent, rien de logique. Rien de logique dans cette façon de répartir les couleurs. Tout est fait pour produire l'effet de couleur. Produire un effet de... Regardez les bateaux, la façon dont c'est dessiné, ils sont à peine cohérents de dessin. Mais ils ont un petit pourtour bleu à l'endroit où ils doivent se retrouver. Il n'a pas mis le pourtour bleu parce qu'il a loupé son dessin. Il a mis le pourtour bleu pour que, sans que je regarde, ce bateau vienne vers moi plus facilement que le pourtour jaune devant ce bateau blanc. Ce que Signac et Seurat ont cherché, c'est à chaque fois à produire un effet puissant sur le spectateur. Je fais une petite découverte. Cross, un de leurs copains,
En voici deux. Les pointillistes, c'est pas toujours la même gamme de couleurs, c'est pas toujours la même tache de couleurs. Maximilien Luce, qu'on avait vu représenter les morts de la Commune. Henri Martin, si vous passez par la case départ, vous toucherez 10 000. Van Rysselberghe, un Belge, et c'est demain en Belgique qu'on va. Parce que cet international anarchiste donne un grand réseau de gens qui peuvent circuler d'un endroit à un autre. Et la Belgique va être le lieu de refuge de ces anarchistes qui sont pourchassés. Ce n'est pas le cas de Seurat et de Signac, mais cette idée d'internationalisme est très importante pour eux. Van Rysselberghe, Jan Toorop, le Hollandais, qui fait des portraits d'une patience infinie et des vues de paysages avec marronniers qui font entrer la peinture dans l'abstraction complète. Henri Van Velde, dont je vous dirai demain qu'il est un pur génie. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait? Et je vous l'expliquerai demain. Henri Van Velde peint le cadre. Et si on peut peindre le cadre pour que ça aille avec la couleur du tableau, et que ça aille, comme l'avait fait Pissarro, avec l'intérieur du tableau, si on peut peindre le cadre, alors on va pouvoir peindre les murs. On verra que ce pointilliste se retrouve chez Matisse, chez Derain, chez les expressionnistes allemands, chez les futuristes italiens dans leur début, chez Kandinsky qui va inventer l'abstraction, chez Mondrian qui invente l'abstraction, et ainsi de suite, chez Bala qui se retrouve aussi à cet endroit-là. Et voici ma petite conclusion. Deuxième épisode, ils sont écoutables sur Internet. L'année s'annonce comme particulièrement troublée. Le ministère Clémenceau qui gouverne la France a devant lui de sombres perspectives. Et pourtant, une certaine société privilégiée continue d'entretenir avec insouciance le mythe de la belle époque.